Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les négociations politiques prévues pour mardi 16 juin en Guinée. Le ministre de la Justice a lancé une invitation aux différents partis de l'opposition. La suspension des activités de la commission électorale a également été annoncée. Retour sur l'accord tripartite signé à Sharm el-Sheikh mercredi en Égypte. Ce document donne naissance à une zone de libre-échange entre 26 pays africains. Une économie inclusive qui risque de rester au stade théorique selon certains experts. Le président ghanéen John Dramani Mahama en appelle à l'unité nationale. Mercredi, l'heure était au recueillement. Les Ghanéens ont rendu hommage aux victimes disparues dans les inondations et l'incendie survenu le 3 juin 2015. Le dialogue politique semble imminent en Guinée. Le ministre de la Justice, qui endosse également le rôle de président de comité du dialogue interguinéen, a adressé un courrier aux partis de l'opposition. La lettre invite tous les protagonistes autour de la table des négociations mardi 16 juin. Emmanuel Mulimono. Le dialogue interguinéen prévu le 16 juin va-t-il aboutir à une sortie de crise? Le gouvernement guinéen vient de répondre à l'une des principales revendications des partis d'opposition. Le ministre d'État chargé de la justice a adressé des courriers aux différents camps politiques, les invitant à l'ouverture du dialogue politique le mardi. Dans cette correspondance, le président du comité de dialogue interguinéen mentionne avoir demandé à la Commission électorale nationale indépendante de suspendre ses activités liées aux élections communales prévues en 2016. Nous avons posé deux préalables qui ne mettaient même pas. C'était des conditions préparatoires tout à fait naturelles. Lorsqu'on veut aller à un dialogue, le minimum c'est de suspendre l'évolution de l'objet du dialogue, c'est-à-dire en l'occurrence le processus électoral et les différentes activités qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau de la CENI pour aller dans le cadre d'un calendrier que nous avons décrié. Donc le minimum c'est donc d'arrêter tout pour qu'on puisse en discuter pour 3 jours, 4 jours, une semaine ou plus, de manière d'arriver à un consensus. Pour les partis d'opposition, cette annonce répond à un des points soulevés comme préalable à l'ouverture d'un dialogue. Le plus important selon les leaders politiques reste encore l'annulation pure et simple du chronogramme électoral. Elle prévoit une rencontre pour statuer sur cette nouvelle avancée dans le climat politique et étudier la suite à donner au courrier du ministre de la Justice. Ceci répond partiellement à un des préalables que nous avons évoqués pour aller à ce dialogue. Le deuxième préalable concerne en fait l'annulation pure et simple du calendrier électoral renvoyant les élections communales à l'année 2016. Cette condition n'est pas encore remplie, donc l'opposition va se retrouver pour décider de la suite à donner à ce courrier. Est-ce que nous allons faire l'impasse sur ce second préalable qui est pourtant très important? Est-ce que nous allons quand même aller au dialogue, mais nous allons en débattre? La mouvance présidentielle guinéenne et les partis d'opposition sont à couteau tiré depuis l'annonce du chronogramme électoral pour les élections à venir et de manière générale par rapport à l'ensemble du processus électoral. Ce chronogramme fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections communales et communautaires pour 2016. Un calendrier qui ne convient pas à l'opposition. Et justement, des négociations avec la majorité, c'est ce que demande l'opposition au Burundi. La pression monte à Bujumbura, la capitale. Le calendrier des élections a été validé par décret présidentiel et les élections législatives fixées au 29 juin. Mais le parti CNDD, principal parti d'opposition, appelle au boycott du scrutin si le gouvernement refuse la voie du dialogue. Iselcia Kizimana. Les élections législatives vont-elles avoir lieu le 29 juin? C'est la grande question que se posent en ce moment les Burundais. L'opposition radicale a appelé mercredi à un boycott généralisé des élections si le gouvernement n'ouvre pas un dialogue immédiat. Dans les conditions actuelles, lorsqu'il n'y a pas de médias, lorsqu'il n'y a pas d'observateurs, lorsque le climat sécuritaire n'est pas au beau fixe, au point que l'opposition ne soit même pas capable de faire campagne. Lorsque on voit toute cette traque qui se fait, toute cette répression contre les manifestants, comment est-ce qu'on peut penser à une élection démocratique? L'unilatéralisme du pouvoir dans les décisions, notamment par rapport au calendrier, sans que l'on ait abordé les questions qui sont les plus sensibles et qui ont une incidence sur ces élections-là, nous trouvons que c'est la va-vite qui ne peut pas vraiment aider le processus démocratique à s'épanouir dans ce pays. Dans le nouveau calendrier, les élections des conseillers et des députés ont été fixées au 29 juin, la présidentielle au 15 juillet, tandis que celles des sénateurs auront lieu le 24 juillet. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, continue de faire campagne malgré les manifestations à Bujumbura et dans certaines provinces du pays. La détermination du président Nkurunziza
est telle que les élections peuvent se passer, mais compte tenu des sommets qui se passent, notamment le sommet en Afrique du Sud et de l'Union africaine, il pourrait y avoir beaucoup de pression pour que ça soit reporté et éventuellement il est très très difficile d'éviter une période de transition au Burundi et c'est dommage pour le président Nkurunziza, c'est bien pour l'opposition, mais en même temps si vraiment c'est une période de transition qui est très bien préparée et dirigée par quelqu'un qui est neutre. Alors que le gouvernement confirme que tout est réuni pour une élection paisible et transparente, la communauté internationale reste préoccupée par la situation au Burundi. La crise politique burundaise figure en effet à l'ordre du jour des travaux du sommet de l'Union africaine qui se tient depuis le 11 juin à Johannesburg, en Afrique du Sud. Depuis ce vendredi, 10 Tunisiens ont été enlevés au consulat de la Tunisie à Tripoli, la capitale libyenne. Les autorités tunisiennes et libyennes travaillent ensemble et dénoncent des violations de normes diplomatiques. Ce genre de rapt est devenu malheureusement fréquent en Libye. Déjà, au mois de mai, 254 Tunisiens avaient été détenus pendant une dizaine de jours par la coalition de milices Fajer Libya. Elle exerce son contrôle sur la capitale et c'est cette coalition qui est soupçonnée d'être à l'origine de ce nouvel enlèvement. Actualité économique et à peine signé l'accord tripartite, certains experts émettent des doutes sur son efficacité. 3 blocs économiques sont désormais unis par un marché commun, mais des obstacles comme le manque de voies de communication pourraient freiner les ambitions de cet accord historique. On fait le point avec Ibra Radinjai. Un grand pas vers le libre-échange a été franchi en Afrique. Des représentants de 25 pays africains ont signé ce mercredi 10 juin un premier accord de création d'une zone tripartite de libre-échange. Elle devrait relier 3 blocs économiques, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA, la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, et la communauté d'Afrique de l'Est, soit 57% de la population africaine. Nous essayons d'établir un calendrier pour exécuter tous les points de l'accord. Ce que nous avons accompli aujourd'hui restera dans nos esprits comme un jour historique et un point décisif pour atteindre notre ambition de fusionner la région. Il reste toutefois de nombreux obstacles à la libre circulation des marchandises et des biens sur le continent africain. Les défis sont liés à l'aspect purement bureaucratique. Dans ces pays dont certains sont arabophones, anglophones et francophones, l'infrastructure n'est pas adaptée parce que vous ne pouvez pas conduire une voiture ou prendre un train du Caire à Cape Town. Donc c'est un concept très élégant, mais cela prendra un certain temps pour le réaliser et ne pas parler des avantages qui prendront beaucoup plus de temps à se manifester pour les pays participants. Certains analystes suggèrent de renforcer les organes régionaux déjà existants, tels que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avant de créer de nouveaux organes. Avant de combiner ces 3 groupes, il serait d'abord intéressant de faire travailler ces pays individuellement afin qu'ils perçoivent les avantages de l'Alliance plutôt que d'essayer de combiner 54 pays africains. Par conséquent, si la CEDEAO en tant que groupe peut travailler à améliorer les conditions économiques de l'Afrique de l'Ouest, si l'EAC East African Community qui fonctionne très bien peut faire cela et améliorer la qualité de vie et la production économique en Afrique de l'Est, si la SADC, la zone de développement sud-africaine peut faire cela, vous avez vu ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils chassent déjà les étrangers. Donc d'une part, vous chassez les étrangers. D'autre part, vous dites que vous souhaitez une intégration. Il y a là une certaine incohérence. La nouvelle alliance, si elle devient effective, constituera 60% du produit intérieur brut du continent, soit 1,2 milliard de dollars, et devra contribuer à la croissance de 30% du commerce en Afrique. L'accord devrait être mis en œuvre si toutes les conditions sont réunies d'ici 2017. Douleur et recueillement au Ghana. Une cérémonie de commémoration était organisée pour les victimes des inondations et de l'explosion qui a suivi à Accra, la capitale du Ghana. Le président John Dramani Mahama a été présent. 150 personnes ont disparu dans l'accident. Les Elsia Kizimana. L'heure était au recueillement et aux prières mercredi 10 juin à Accra, au Ghana. C'était lors de la commémoration des victimes emportées par les inondations et l'incendie survenu le 3 juin 2015. Le président ghanéen John Dramani Mahama a tenu à se joindre aux familles éprouvées. Les inondations et les explosions qui ont eu lieu le 3 juin ont tout détruit. Cela nous oblige à faire face à certains détails importants de la réalité.
Dans ces moments difficiles, le président a appelé le peuple à rester solidaire et renforcer l'unité nationale. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du mercredi 3 juin dans un parking de poids lourds qui a ensuite ravagé une station de service à proximité du rond-point Kwame Nkrumah à Accra, la capitale ghanéenne. Cet incendie a eu lieu au moment où les gens s'abritaient des pluies diluviennes. Bilan 150 morts et plus de 10 000 personnes affectées par les inondations qui ont semé le chaos à Accra, submergeant des quartiers entiers. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait bien. Je n'ai plus d'argent, plus rien. Tout ce que je possédais est parti comme ça. Voilà pourquoi je suis assis ici. 3 jours de deuil avaient été décrétés à partir du lundi 8 juin. Le président ghanéen a qualifié cette catastrophe de sans précédent. Il a promis de nouvelles mesures pour prévenir les incendies et la prise en compte des défaillances des infrastructures d'Accra. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.